je suis avocate en Colombie et j'ai travaillé la première partie sur les litiges stratégiques en droit constitutionnel et droit de l'environnement. Et ça m'a incité à vraiment continuer mon parcours plutôt sur la recherche pour revenir à l'académie. Et je m'intéresse aux communs et initialement, j'étais plus vers les droits publics et les communs. Et ce que je partagerai avec vous aujourd'hui, c'est une partie de mes recherches au Yale University que j'ai fait l'année dernière, autant à Yale Law School comme la partie de forestry. Et vraiment, les trois présentations, interventions avant moi ont été incroyablement intéressantes et me permettent de bien commencer. Je vous remercie aussi de votre patience avec les Français qui, n'étant pas ma langue maternelle, posent toujours quelques soucis. Donc, j'ai passé très vite par la partie qui est de l'évidence, et c'est que, quoi qu'on ait envie ou pas de l'appeler l'Anthropocène, les interventions ont déjà fait les constats de la grande perte de la biodiversité, du changement climatique, des limites planétaires, et même, si on veut le dire, nous sommes ici ambitieux grâce à une pandémie. Donc, il y a d'un côté l'urgence environnementale. De l'autre, dont on parlait un peu plus hier, il y a un changement de paradigme et aussi un besoin de repenser cette division nature-société, nature-culture et de penser nos relations au vivant au-delà de la relation d'usage et de l'appropriation qui a été un peu classique de l'Occident pour nous repenser vers l'interdépendance. Et c'est dans ce contexte qu'on a décidé de passer ou de penser plus les communs. Les communs comme un modèle qui pourrait nous rendre compte de la base des enchevêtrements entre les humains, les champignons, les plantes et les paysages, et même les générations futures, parce qu'on va gérer une ressource de cet espace en commun. Rapidement, ce qui nous intéresse du commun ou des communs pour la démarche de l'environnement, c'est son côté holistique, nous permet de voir tous les milieux, inclus les humains, comme l'a dit M. Brediv, les longs termes, comme l'a remarqué le professeur Mattei, l'adaptation, parce qu'il y a une dynamique et un changement de ces écosystèmes et de milieux autour de nous. Et c'est aussi un pas vers la redéfinition de notre relation avec la nature. Dans quel sens? Il y a trois. D'un côté, pour l'effectivité des politiques, il faut être dans le côté local. En plus, c'est aussi normalement une charge quand on pense à la conservation ou à la biodiversité. Et donc, c'est très facile pour moi ici à Paris, mais pour les personnes qui sont vraiment dans la situation, c'est une autre affaire. Et aussi par des recherches comme celle de Weber et Roots Organization, cette décision commune et cette participation à la prise de décision sur leur milieu permet aux personnes de changer un peu sa relation entre elles-mêmes et la relation avec de la communauté avec la nature. Ça, je laisse juste un moment, il ne faut pas dire ni idéaliser nécessairement ni les communautés, ni les communs, mais ils sont reconnus comme cette communauté qui les prend et qui prend soin non seulement dans son propre intérêt, mais dans celui des générations futures. Il y aura toujours deux questions au cœur de cette commun, et pour moi c'est très important, c'est l'idée écologique de long terme et l'idée de la démocratie dont on a parlé hier et de la gouvernance au sein de la communauté. Moi, j'ai préféré les termes pour l'instant des communs environnementaux au lieu des communs naturels pour mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a rien de naturel. C'est un projet commun, c'est une décision humaine qui est en cours. Mais quand je parle de la nature, et je sais c'est un terme très compliqué et très discuté maintenant, j'ai préféré parler des natures au pluriel. On n'a pas nécessairement la même vision de la nature dans les cultures dont je peux parler. Et aussi parce que c'est un peu plus large, ça nous permet de prendre la biodiversité en compte et toutes les interrelations entre les éléments vivants et non vivants, les minéraux et ce changement dans les écosystèmes que nous verrons. Mais quand je parle des communs environnementaux, je vais penser à ce collectif. Un collectif où nous sommes capables de penser au-delà des humains et de nous penser vraiment comme partie de ce milieu. On verra dans les expressions des cas, il y a convivir con el río, cohabiter avec les fleuves, ou a share landscape pour les personnes aux États-Unis. Donc, il y a une reconnaissance de l'interdépendance. Pour l'institutionnalisation, je vais prendre vraiment la définition au sens le plus large. Je ne pourrais pas, dans le cadre de cette conférence, analyser l'institution des communs dans chaque exemple, mais voir, depuis un point de vue d'un juriste, comment cela émerge dans la conscience des communautés et quelle est la place que les droits fait à ce phénomène. Dans ces cas, ce que je vous propose, c'est un voyage avant les déjeuners à 3 laboratoires qui se trouvent dans 2 pays,
deux en Colombie et un aux États-Unis, parce que ça relève d'un intérêt global. Ce sont des espaces très riches en biodiversité. Et ça nous permet de voir deux points que j'aimerais soulever avec vous. Le premier, c'est que cette prise en compte de la nature par les communautés n'est pas exemptée de conflits. Parfois, quand on pense toujours au consensus et à la gouvernance des communs, on est très intéressé par la protection de la biodiversité, qui est très importante, mais on ne peut pas perdre de vue les conflits et les questions et la pluralité d'intérêts. Et de l'autre côté, ce qui est un peu étonnant du côté des communs, c'est aussi la place de l'État. Donc, je vous présenterai très rapidement les trois cas. Un aux États-Unis, le Blackfoot Challenge. Deux en Colombie, les trois autour du fleuve, El Vita et El Atrato. Après, comme s'est passé la prise en compte de la nature au sens large, comme je viens de l'exprimer, et les conflits adjacents, finalement, quelle a été la place ou quelle est la place dans l'État pour l'institutionnalisation des communs, et si on a le temps, quelques remarques conclusives. Les premières, je vais les donner à l'ordre de temps. C'est le Blackfoot Challenge. C'est une ONG, comme vous le voyez, dans l'État de Montana, au nord des États-Unis, avec la frontière du Canada. C'est un espace magnifique parce que c'est relativement bien conservé et on va avoir pas seulement la vallée qui fait plus de 6000, mais des plantes vasculaires et une grande richesse en termes de oiseaux, des poissons et bien sûr aussi des grands mammifères qui posent pas mal de soucis, les carnivores, l'ours grizzly et les loups. Mais il ne s'habite pas seul et comme on l'a bien dit M. Bradif, c'est un lieu où il y a des humains et il y a des propriétaires privés, aussi des propriétaires publics, dont la majorité des usages, c'est l'élevage et l'agriculture. Bien sûr, comme du fait de la situation juridique aux États-Unis et dans cet espace, on aura l'intérêt des agences fédérales, les nationales dans les cadres des États-Unis, mais aussi de l'État de Montana, plus les associations en défense de l'environnement et dans cette culture américaine, ce qui m'étonnait à un certain moment, la chasse. Je vais passer rapidement à la diapositive, à slide suivant. Parce que ce qui est remarquable dans cette slide, c'est que chaque carré que vous voyez là, c'est un propriétaire différent. Donc, ce que vous voyez en vert clair, c'est une agence fédérale. En bleu clair, c'est une autre agence fédérale qui a un autre type de régime. Ce que vous voyez en jaune, c'est une autre agence avec un autre régime. Et ce que vous voyez en blanc et rouge sont des propriétaires privés. Mais tous partagent exactement cet endroit magnifique qui est le Blackfoot Challenge, avec les mêmes problèmes écologiques communs dans un état de propriété assez différent. Donc, si ça vous propose, maintenant on voyage vraiment au sud de l'Amérique et on va aller chez moi en Colombie. Vous voyez la position de la Colombie. Cette fleuve Vita est exceptionnelle par des autres raisons. C'est tellement loin et il y a tellement peu de communication entre les centres de la Colombie et le Vita qu'il se trouve dans un état de conservation de 95%. C'est unique au monde dans ces circonstances, mais il y a quand même des personnes, il y a des riverains, donc aussi une, bien sûr, biodiversité exceptionnelle, donc un dauphin d'eau douce, comme on dirait en Colombie, qui démontre en réalité la santé de cet environnement, parce qu'il y a une bonne quantité, en plus, bien sûr, des poissons de 60 types endémiques. Quel est l'avantage un peu de cette fleuve en réalité? Qu'il y a des grands propriétaires, bien sûr, propriétaires privés, de tous les terrains adjacents. Il y a aussi la situation des pêcheurs, colombiens et vénézuéliens, comme vous avez vu sur la carte, c'est vraiment sur notre frontière. Il y a des associations en défense de l'environnement, il y a les départements, il y a toujours cette histoire locale ou plus régionale, nationale et l'échelle globale. Et il y a les riverains, vous voyez, à comparaison, sont des petits villages, mais il y a des villes, Puerto Carreño et Primavera, à côté de cette fleuve. Ils ont commencé un travail en commun en 2014 et ils ont réussi à avoir une certaine protection juridique après 2018. Pour l'instant, on n'a que des comités des propriétaires riverains, mais je reviendrai. Et les dernières, c'est un fleuve beaucoup plus connu en Colombie. C'est de l'autre côté, maintenant c'est l'ouest de la Colombie, à cause de son isolement et de sa présence, les précipitations et être à côté de la côte Pacifique. Elle est incroyablement riche en biodiversité. On dit qu'il y a environ 25% des espèces endémiques, donc il est considéré comme un espace méga biodivers. En plus, donc là j'ai choisi cette fois pour changer un oiseau, mais
qui sont les humains qui habitent dans cet espace, sont des communautés afro-colombiennes et quelques communautés indigènes. La particularité en Colombie, c'est que les communautés afro-colombiennes sont titulaires d'un type de propriété collective. Mais, comme n'est pas toujours simple, il y a aussi une règle constitutionnelle, et là je parle en tant que juriste, que c'est toutes les ressources non renouvelables en Colombie sont de l'État national. Donc, on a bien sûr des propriétaires du terrain collectifs et inaliénables qui sont les communautés, mais la grande richesse autour de cette fleuve, c'est l'or, et ça appartient à l'État colombien. Bien sûr, dans cette articulation, on aura aussi le département du Chocó, une agence régionale pour la protection, et malheureusement, dans notre cas, des exploitants des mines agissant de manière complètement illégale. Ce cas est très connu en Colombie parce que le mode de gouvernance actuel vient d'une décision de la Cour constitutionnelle de 2016 qui a donné ou qui a octroyé la personnalité juridique au fleuve. Elle a suivi les modèles de la Nouvelle-Zélande, mais elle l'a décidé elle-même, et il a coordonné une commission de gardiens du fleuve pour l'État et les communautés. Donc maintenant, je reviens à moi. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, on peut vraiment savoir qu'il s'agit de 3 espaces qui vont être vraiment des laboratoires. Ils sont très différents, mais ils partagent les mêmes conditions, et c'est qu'on aura l'humain et la prise en compte de la nature dans des projets de gouvernance. Donc, la première partie que je vous ai proposée, c'est penser la nature. Dans l'exemple d'Evita, il s'agissait plutôt de réintroduire l'humain dans l'habitat. L'exemple de fleuve Vita a commencé par un intérêt du type scientifique. Il y a eu une expédition à cet espace en Colombie et ils ont découvert la incroyable richesse en biodiversité et en même temps les intérêts en conflit. Dans notre cas, c'était la pêche, pas seulement avec les Colombiens, mais le pêcheur vénézuélien. Les habitudes des communautés, ils sont déjà habités pendant des années, ils ont l'habitude de manger des tortues, même des tortues qui sont menacées d'extinction. Et dans notre cas, le développement de monocultures. C'est dans ce sens que la communauté et surtout les associations se sont mobilisées pour créer un certain accord social. Comment nous pourrons protéger les fleuves? Et ils ont créé un statut qui n'a rien de juridique et c'est appelé l'Evita, un fleuve protégé, qui a été très très connu en Colombie, el Vita Río Protegido, mais ça n'existe pas juridiquement. C'était vraiment le fruit d'un accord social et toutes les personnes entendaient y travailler et penser comment les gens peuvent perdre la peur de protéger le fleuve et de vivre avec. Ça a finalement amené à une décision juridique et c'est que l'État colombien a décidé d'inclure le fleuve Vita dans un site zone humide protégé Ramsar. Mais le plus important, c'est que pour les communautés autour, pour les propriétaires autour, il y a maintenant une conscience de convivir con el río. Et j'ai du mal à traduire convivir con el río parce que c'est un peu plus que cohabiter, c'est un peu vivre ensemble, c'est être à l'écoute. Et donc, il y a toute une dynamique qui a changé pour la prise en compte de la nature, mais avec l'humain. Et l'humain a été vraiment réintroduit. Dans le Black Book Flag Challenge, l'idée, c'était un peu le contraire. Ça veut dire que c'est la loi qui a fait toutes les incitations pour introduire les non-humains dans l'équation. Mais ça, c'est un processus beaucoup plus ancien et on va voyager aux États-Unis aux années 70. Et à ce moment, la loi, le Congrès fédéral passe la loi sur les espèces menacées. Et ici, il y a une petite section très importante pour notre cas qui permet les suivantes. Il y a une prohibition des causes dommages aux habitats essentiels. C'est qu'en anglais, c'est critical habitats. Donc, tout changement en critical habitat va être considéré comme une offense de type fédéral. Ça change complètement la relation des propriétaires à leur terrain parce qu'ils n'ont pas intérêt à être considérés comme habitat essentiel. Mais en même temps, c'est inévitable. Si vous avez suivi mon exposition sur le Montana, vous voyez, il y a les grizzlies, il y a l'aigle blanche, il y a vraiment les loups, donc toutes les espèces menacées sont vraiment dans les paysages. Ça incite les communautés à travailler ensemble pour la première fois avec les agences étatiques et fédérales. Ils l'ont fait avec des projets vraiment communs et pour aller assez rapidement, tout a basculé grâce à un processus de participation, à un processus consensuel. À la fin, la situation légale dans le Montana a beaucoup changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
pour prendre l'exemple les plus clairs, cohabiter avec des loups. Les loups n'est plus une espèce protégée dans les Montana. L'État des Montana a passé 3 lois pour permettre plus de chasse des loups. Chasse sportive, chasse en cas de danger, ou juste plus de maîtrise de leur espace pour les éleveurs. Et par contre, seulement dans l'espace du Blackfoot Challenge, il y a plus de loups maintenant qu'au début. Et il y a vraiment moins de conflits entre les humains et les loups. Ça ne veut pas dire que tous les humains sont complètement heureux de vivre avec des loups, mais ça veut dire qu'ils sont arrivés à comprendre ça comme un shared landscape, un paysage partagé. Donc même si la loi a fait l'incitation, c'est la gouvernance qui a été clé pour maintenant comprendre vraiment que c'est un espace partagé. Le fleuve Atrato, il a été une autre dynamique, mais je trouve que c'est intéressant du fait de l'institutionnalisation et du rôle qui essaye de jouer les droits. Dans cette décision, on a un problème plutôt majeur et c'est la corruption et la situation de conflit armé qui, par contre, sévit dans cette région de la Colombie. Donc, qu'est-ce qu'a essayé la Cour constitutionnelle quand elle a octroyé la personnalité juridique au fleuve? C'est de faire peser et faire à l'État colombien de prendre en compte la nature. Donc, cette personnification du fleuve voulait vraiment créer toute la pression pour que l'État puisse vraiment prendre en compte cet écosystème et la biodiversité qui est autour. Néanmoins, comme vous le verrez, c'est pour ça que je dis que c'est tout au centre des conflits, si la partie la plus connue de cette décision, c'est les droits bioculturels et la personnification, l'autre moitié de la décision est sur les conflits avec l'exploitation minière. La Colombie, en tant qu'État, a décidé de baser son développement sur les côtés de l'exploitation minière, mais aussi pour une partie des communautés, l'exploitation minière artisanale ou un peu mécanisée est une activité courante. Donc, il y a vraiment un conflit autour de comment protéger, utiliser, vivre avec les fleuves. Bien que pour les communautés, les fleuves a été toujours partie de sa vie ou de leur vie, ce n'est pas exactement la même chose pour la Colombie, qui dépend de ces ressources d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, il faut vraiment pas nier l'incroyable portée symbolique de cette décision. Donc, ce que je voulais vous montrer un peu de ces 3 exemples qui donnent dans les temps très différents, c'est que chaque fois qu'on y pense à la nature ou à la biodiversité, nous ne pouvons pas nous en passer du pluralisme des intérêts et des conflits qui est autour. Dans les 3, et quelle est la meilleure manière de les prendre en compte, et c'est pour ça qu'on revient en commun, c'est par les processus décisionnels. Quelle serait la meilleure stratégie de gouvernance pour, dans les locales, qui aura des effets effectivement globaux, avoir une institution adaptée pour répondre aux conflits et à cette nature qui est très riche et qui est vraiment là dans ces photos que j'ai essayé de vous montrer. Et ça me permet de passer à le deuxième sujet de ma réflexion sur ce processus décisionnel. Quand on pense normalement au commun, on veut dire c'est tout à fait un peu hors état. Et la tâche de l'État, c'est d'être tolérant. Si on revient au principe des Armstrong. Si on revient à Margali, on peut voir des cross-scale interactions, donc des interactions entre les cadres légaux et les communs qui sont inévitables. Mais ce que je vous propose dans ces 3 exemples, c'est que la singularité de ces espaces, aussi la propriété et l'échelle qu'ils demandent pour les gérer, demandent de l'État une place presque de partenaire. Donc, quelle était la place pour l'État dans cette institutionnalisation des communs? Ici, il n'y a vraiment pas beaucoup à ajouter sur les fleuves Vita, parce que, comme je vous avais dit, la figure des fleuves protégés n'est pas une ancrage juridique, et c'est assez récent. Donc, depuis 2018, ils sont en train de travailler pour créer des mécanismes de gouvernance plus stables et spécifiques, dont ça dirait on est en cours, et ça nous permet de voir plutôt le Blackfoot Challenge. Je vous avais dit que ça a commencé d'une manière très consensuelle, mais maintenant, revenons à la place du droit. En 1993, ils ont créé une association des droits privés. C'est une association des propriétaires et des propriétaires éleveurs. Vraiment, c'est que vous imaginez redneck, littéralement, c'est une association de propriétaires blancs de Montana. Et en même temps, son conseil d'administration a, dans chaque comité et dans la généralité, toutes les agences étatiques, fédérales, les associations pour la défense de l'environnement et même vous,
ou toute personne qui se considère intéressée ou acteur dans cet espace. Donc, chasseurs, écologistes, randonneurs, tout le monde a un espace, soit dans l'Assemblée générale, soit dans les comités qui traitent les problèmes. Jusqu'à là, en plus, l'association a décidé d'avoir une approche non militante, non contentieuse et complètement consensuelle pour servir vraiment de forum de décision. Imaginez-vous, donc ça veut dire que pour les côtés juridiques, les agences participent et après ils prennent des décisions ou ils signent des accords Memorandum of Understanding. Là, pour les droits, il y a bien sûr, c'est pour ça, deux écoles, ou plutôt pour une école, des grands problèmes. Comment c'est possible qu'une agence étatique prenne les décisions, pas elle-même, sur les fonctions, mais dans le cadre d'un processus complètement consensuel à l'intérieur d'une partie privée? Donc, pour une partie de la doctrine en droit américaine, c'est un délaissement des fonctions publiques. Il n'y a pas un correct exercice de la fonction, c'est une privatisation, et il y a des problèmes autant pour la sécurité juridique ou pour les principes de légalité. Il y aurait... Est-ce que vous pouvez conclure prochainement? Oui, merci. Donc là, ça pose les problèmes pour l'État et la sécurité juridique. Bien sûr, il y a une autre école qui nous invite, je pense que le professeur Mattei serait d'accord, à repenser les droits. Pour la Trato, le problème est bien souvent différent, et c'est que l'État n'a pas envie de s'asseoir en pied d'égalité avec les communautés pour représenter le fleuve. Les communautés se plaignent énormément de ce problème d'horizontalité pour vraiment être gardien du fleuve. Ce qui est révélateur dans les deux cas, et ça me permet de passer aux remarques conclusives, c'est que autant aux États-Unis et en Colombie, par les différentes cultures juridiques, c'est les privés qui s'intègrent dans l'État dans les cas colombiens, et dans l'État aux États-Unis, c'est plutôt les agences publiques qui s'intègrent dans une structure privée pour gérer et pour décider de cet espace en commun. Rapidement pour les conclusions, ça me permet de vous dire deux évidences, et c'est qu'en tant que juriste, pour les droits, il est impossible de créer des communs, mais nous pouvons faire ou créer des incitations juridiques et un cadre favorable pour la prise en compte de tous les intérêts et de ce pluralisme de valeurs, pour créer des structures de gouvernance. Et ça, c'est très très clair par rapport à la prise en compte de la nature. Même la personnification d'un fleuve, ça ne serait pas assez si nous ne savons pas les institutions adaptées pour prendre en compte les conflits. Et la paradoxe pour un colloque sur les communs, c'est que toute cette structure qui est de gouvernance dans les cas de Blackfoot, qui se prépare dans les cas de Vita et qu'on espère que se préparera dans les cas de la Trato, c'est grâce à la propriété privée. C'est cette propriété privée complètement étalée et enchevêtrée avec des propriétés publiques, cette propriété privée qui limite l'action régulatrice de l'État, qui l'a obligé à tous les acteurs à parler, à s'asseoir sur la même table pour essayer de gérer un espace qui est complètement partagé, pas seulement par les humains, mais par les autres espèces. Et pour les juristes, et là, le professeur Mattei me dira, est-ce qu'on peut penser un commun complexe avec l'État? C'est un risque, mais nos exemples nous montrent que parfois, ça pourrait être même inévitable. Je vous remercie.